RF en langue française. L'exploration d'aujourd'hui porte sur un véritable séisme culturel. Une rupture totale dans la façon dont la réalité a été perçue, disséquée et représentée au XIXe siècle. C'est exactement ça, un séisme. Au cœur de cette analyse, on plonge dans l'esprit d'un monument de la littérature française, Gustave Flaubert. Il est universellement reconnu comme le maître absolu du réalisme littéraire, mais l'idée, c'est pas de rester confiné dans une bibliothèque. Non, il faut surtout pas. L'objectif, c'est de tisser un lien direct avec la rébellion visuelle qui a éclaté exactement à la même époque, celle des peintres impressionnistes. Une comparaison qui est vraiment riche. Et pour mener à bien cette plongée, nos recherches s'appuient sur un éventail de sources exigeantes. On a des encyclopédies de référence comme Treccani et Britannica, des analyses littéraires très pointues issues de la RSI et de Studenti.it, et aussi des transcriptions de cours universitaires qui décortiquent vraiment la mécanique interne de ces œuvres. Un très beau corpus. La mission de notre exploration Clomolis, comprendre comment un homme isolé, fondamentalement cynique, reclus dans sa propriété normande, a pu inventer le roman moderne en observant la stupidité de son époque avec la froideur d'un clinicien. Bon, décortiquons tout ça. Et pour saisir l'ampleur de ce séisme, il faut d'abord poser le cadre de cette fracture épistémologique. Les sources littéraires convergent presque toutes vers une date clé, 1857. Une année charnière. Absolument. C'est pas juste une année, c'est le moment où le paradigme change en fait. Presque simultanément, Paris voit la publication de Madame Bovary de Flaubert et des Fleurs du mal de Baudelaire. Rien que ça. Voilà. Et ces deux parutions signent officiellement l'arrêt de mort des grandes illusions romantiques. Le romantisme, avec sa quête perpétuelle d'un idéal insaisissable, son exaltation de l'âme, tout ça, ça se heurte soudain à un mur. Baudelaire lui-même a immédiatement perçu la vision tragique qui transpirait des pages de Flaubert. On bascule dans une ère industrielle implacable. C'est fini, la nature bienveillante, quoi. Exactement. Les artistes ressentent l'urgence absolue d'ausculter le monde tel qu'il fonctionne réellement, sans le moindre filtre embellissant. Cette notion d'auscultation, d'ailleurs, elle est hyper littérale chez Flaubert. En parcourant les documents biographiques de nos sources, il y a un détail qui saute aux yeux et qui semble tout expliquer. Son enfance. C'est ça, son environnement d'enfance. Son père, c'était pas un notable classique. C'était le chirurgien en chef, le professeur clinique de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Rouen. Oui. Et l'écrivain est grandi là-dedans, dans un appartement de fonction au sein même de l'hôpital. Je suis fascinée par ce détail. C'est la matrice de toute son œuvre. Imaginez l'impact sur un esprit en pleine formation. La proximité quotidienne avec la souffrance physique. L'odeur persistante des salles d'opération. Les gémissements. La vision des tables de dissection. L'anatomie, c'est pas un concept abstrait pour lui. C'est la réalité fondamentale de la condition humaine. Il a le nez dedans en permanence. Totalement. De fait, quand il prend la plume, il décrit pas, il dissèque. Son stylo agit exactement comme le scalpel de son père. Quelle image! Il ouvre le tissu social. Il écarte les chairs des convenances bourgeoises pour exposer les organes malades en dessous. Ses carnets de jeunesse montrent très tôt un rejet viscéral des idées toutes faites. Il a appris dès l'enfance à regarder la mort et la décomposition physique droit dans les yeux. Et il appliquera cette même fixité de regard à la décomposition morale de ses contemporains. Et la maladie, elle n'est pas restée à l'extérieur. Elle l'a frappé personnellement. Oui, très durement. Les analyses de la RSI soulignent que dans les années 1840, alors qu'il s'ennuie profondément dans des études de droit à Paris, il est victime de crises nerveuses foudroyantes. Les symptômes s'apparentent à une forme d'épilepsie. La conséquence est radicale, il abandonne ses études et s'enferme dans la propriété familiale de Croissé, au bord de la Seine. Il s'isole du monde. Un isolement total. Et c'est dans cette claustration que naît l'une des méthodes de travail les plus extrêmes de l'histoire de la littérature. Il se construit un bureau qu'il surnomme son gueuloir. Le terme est juste parfait. Il y passait des journées, et surtout des nuits entières, à hurler ses propres textes, à sombriser les cordes vocales. Flaubert se voyait comme un bœuf attaché à la charrue de la littérature. C'est physique. Très physique. Il testait la résistance de chaque phrase, le rythme, les assonances. Si une phrase accrochait au souffle, si elle manquait de musicalité lors de la déclamation, il la détruisait et recommençait. La littérature pour lui passait par une épreuve purement corporelle. Ce qui amène un paradoxe assez ironique, non ? Il s'isole, il détruit sa santé pour forger une œuvre parfaite censée fustiger la bourgeoisie.
Et le résultat, c'est que cette même bourgeoisie en fait une star absolue, surtout après le fameux procès pour immoralité. Ce qui est fascinant ici, c'est précisément ce gouffre entre son dévouement monacal à l'art et le profond dégoût que lui inspirait la réception de cet art. Il détestait ça. Il vomissait l'idée même de célébrité. Et plus encore, il détestait être réduit au statut de l'auteur de Madame Bovary. Il a confié à son grand ami Maxime Ducamp que si l'on avait eu la capacité financière, il aurait traqué et racheté la moindre copie imprimée de Madame Bovary pour en faire un immense feu de joie. Brûler son propre chef-d'œuvre. C'est la tragédie d'un homme qui crée un miroir parfait pour montrer à son époque sa propre laideur et qui voit cette même époque applaudir le cadre du miroir sans comprendre l'image qu'il renvoie. Parlons justement de ce reflet avec Madame Bovary. Nos sources universitaires s'attardent longuement sur le concept clinique qui en a découlé, le bovarisme. L'idée, c'est pas seulement de raconter l'insatisfaction d'une femme de province, mais de diagnostiquer une pathologie cognitive qui nous touche tous. Le bovarisme est devenu un terme de psychologie à part entière. C'est cette friction mortelle entre la réalité objective et les attentes démesurées créées par la fiction. Emma Bovary souffre d'une indigestion de littérature romantique. Elle a trop lu. Exactement. Elle s'attend à ce que la vie lui offre des cavalcades au clair de lune et des passions foudroyantes. À la place, elle a Charles, un officier de santé banal, de la poussière sur les meubles et l'ennui poisseux de la province. Le bovarisme, c'est l'incapacité tragique à accepter la banalité de sa propre existence. C'est se concevoir autre que ce que l'on est. C'est là que ça devient vraiment intéressant sur le plan purement architectural. Flaubert se contente pas de raconter cette désillusion, il l'intègre dans l'ingénierie même de ses phrases. Les analyses de la RSI pointent une scène d'anthologie, étudiée dans toutes les universités, la fameuse scène des comices agricoles. Ah oui, incontournable. Il s'est imposé un défi acoustique hallucinant. C'est un chef-d'œuvre de polyphonie ironique. D'un point de vue structurel, Flaubert monte la scène comme un réalisateur de cinéma utiliserait le montage alterné. C'est très visuel et sonore. En haut, à la fenêtre de la mairie, vous avez Rodolphe, un séducteur de bas étage, qui déverse un torrent de clichés romantiques sirupeux sur Emma. Mais simultanément, en bas sur la place, les officiels de la région hurlent au mégaphone les résultats du concours agricole. Le contraste est génial. Flaubert juxtapose les déclarations d'amour éternel avec des annonces pour le meilleur tas de fumier ou la plus belle race porcine. Le contraste sonore détruit littéralement la validité du discours romantique. L'idéal est constamment ramené à la boue, à l'animalité la plus triviale. Et ce refus de la noblesse romantique, il le pousse jusqu'à l'extrême limite, jusqu'aux trépas du personnage. Dans nos sources, on insiste sur la description de la mort d'Emma par empoisonnement à l'arsenic. Il n'y a absolument rien de poétique ou de rédempteur. Pas de dernier soupir langoureux. Aucune rédemption en effet. La mort est traitée avec la froideur d'un rapport d'autopsie. Les spasmes, les vomissements, le goût atroce de l'encre dans la bouche, les sueurs froides. C'est clinique. Et le coup de grâce de cette scène, c'est l'environnement sonore. Pendant qu'elle agonise dans la terreur, la seule chose qui filtre de l'extérieur, c'est la chanson grivoise d'un mendiant aveugle, un ivrogne qui passe sous la fenêtre. C'est le triomphe absolu du prosaïsme sur le drame individuel. La nature s'en moque, le monde continue de tourner dans toute sa trivialité, pendant que l'illusion meurt. Mais attendez, il y a une contradiction apparente qui ressort souvent quand on étudie ce texte. D'un côté, il torture son personnage et détruit ses illusions romantiques, mais de l'autre, on a cette célèbre déclaration tirée de sa correspondance « Madame Bovary, c'est moi ». Comment peut-il s'identifier à ce qu'il méprise autant ? Ce n'est pas une contradiction, c'est un aveu de vulnérabilité. Et c'est ce qui fait la grandeur de l'œuvre. L'auteur ne méprise pas Emma, il la comprend de l'intérieur. Flaubert, dans sa jeunesse, était profondément romantique. Il avait les mêmes rêves. Exactement. Il a été dévoré par la même soif d'absolu, la même mélancolie face à la médiocrité du réel. Mais la différence cruciale, c'est qu'Emma s'empoisonne avec l'arsenic de ses illusions, tandis que Flaubert utilise l'écriture comme antidote. En autopsiant le bovarisme de son personnage, il purge sa propre psyché. L'écriture est l'acte chirurgical par lequel il s'ampute de ses propres tendances romantiques. On voit très bien comment cette mécanique d'autopsie fonctionne au niveau de l'intrigue, mais les analyses de Studianti pointent vont plus loin en décortiquant son obsession pour le mot juste. C'est presque une tyrannie syntaxique qu'il s'impose.
C'est le cœur du réacteur flaubertien. Pour lui, la distinction entre le fond et la forme est une hérésie totale. L'idée n'existe qu'à travers la précision du mot qu'il incarne. Il croyait fermement qu'il n'existait pas de synonyme. Aucun synonyme, vraiment? Aucun. Il y a un seul mot, un seul agencement de syllabes capable de restituer une vérité précise. Et cette précision chirurgicale a un but philosophique. L'effacement de l'auteur. Sa doctrine absolue était que l'écrivain devait être comme Dieu dans l'univers, présent partout, mais visible nulle part. Invisible dans le texte. Le style doit être si parfait, si rigoureux, qu'il ne laisse aucune trace de l'effort ou de l'opinion de l'auteur. Le réel doit sembler se présenter de lui-même. À ce sujet, nos sources mentionnent 2 métaphores d'analyse critique qui sont brillantes pour comprendre cette technique. La première vient de Maxime Ducamp, qui qualifiait Flaubert de « plus grand des écrivains myopes ». Et la seconde vient de la romancière Willa Cather, qui définit la méthode flaubertienne comme le roman démeublé. Comment la myopie peut-elle être une qualité littéraire? L'image de l'écrivain myope est une grande perspicacité. Une personne myope qui retire ses lunettes ne voit plus l'ensemble de la pièce. Mais si elle approche un objet à quelques centimètres de ses yeux, elle en perçoit des détails microscopiques qu'une personne à la vue normale ignorerait totalement. Flaubert fait exactement cela avec la réalité. Il zoome sur le banal. Il isole un détail banal, une tache sur un vêtement, le tic nerveux d'un visage, la texture d'un tapis. Et il le décrit avec une acuité si intense que ce détail finit par occuper tout l'espace mental du lecteur, déformant presque la réalité globale par son intensité. Et le roman démeublé alors? Le roman démeublé de Willa Cather, c'est la conséquence logique. Flaubert retire tout le mobilier narratif inutile. Il refuse le remplissage, l'explication psychologique lourde ou le commentaire social explicite. Il ne garde que les éléments constitutifs indispensables pour que l'essence de la scène émerge d'elle-même. Si l'on prend cette idée d'isoler des détails pour recomposer une réalité sans artifice, ça nous amène directement à l'autre grand bouleversement de nos sources. Si l'on replace cela dans un contexte plus large, l'écho est en effet assourdissant avec ce qui se passe dans les arts visuels à la fin des années 1860 et dans les années 70. Une vraie révolution en parallèle. Alors que Flaubert pulvérise le roman classique de l'intérieur, une génération de peintres lance le même assaut contre la peinture académique. Les impressionnistes, Monet, Renoir, Degas, Pissarro. Eux aussi étouffent dans les conventions des beaux-arts, qui exigent des scènes historiques pompeuses, des mythologies grandioses, avec un vernis lisse, où la trace du pinceau doit être invisible. Exactement. Et la rupture est d'abord physique. Comme Flaubert qui décide de raconter l'histoire d'un médecin de campagne au lieu d'un héros homérique, ces peintres refusent le confinement des ateliers de l'Académie suisse. Ils sortent. Ils vont peindre sur le motif. Ils vont peindre ce qui est là, les gares enfumées, les boulevards parisiens bruyants, la lumière crue sur l'eau. Mais ce qui est fascinant dans le rapprochement fait par nos sources, c'est la technique elle-même. La touche impressionniste, c'est un peu la version visuelle du mot juste. La comparaison a une justesse frappante. Que font les impressionnistes? Au lieu de mélanger méticuleusement les pigments sur leur palette pour créer des dégradés lisses et artificiels, ils posent des touches de couleurs pures, distinctes, nerveuses, directement sur la toile. C'est le système optique du spectateur qui, avec un peu de recul, fait le mélange et recrée la vibration de la lumière. Et Flaubert fait pareil avec les mots. Flaubert procède de la même manière syntaxique. Il pose ses mots justes, durs, inaltérables, côte à côte, souvent séparés par une ponctuation tranchante. Il ne dilue pas son propos dans de grandes phrases romantiques vaporeuses. Il juxtapose les faits bruts, et c'est l'esprit du lecteur qui encaisse le choc de cette juxtaposition pour en tirer le sens. Le fameux tableau de Monet, Impression, Soleil levant de 1872, fonctionne sur cette même économie de moyens pour capter une vérité brute. Recherche implacable de la vérité brute mène pourtant Flaubert vers une conclusion existentielle assez vertigineuse. Il y a cette citation de lui dans nos notes qui est presque un oxymore. « Je suis mystique et je ne crois à rien ». Comment on peut réunir ces deux pôles? C'est la définition même de son nihilisme tragique. Flaubert a conservé la tension nerveuse, l'appétit de transcendance du mystique, mais son regard clinique lui a prouvé qu'il n'y avait ni Dieu, ni sens caché derrière la matière. C'est très sombre. Il observe une condition humaine condamnée à gesticuler dans le vide. Il a le moteur de l'absolu, mais aucune route sur laquelle rouler. Par conséquent, il perçoit les ambitions sociales, les discours politiques et les grandes passions comme des agitations dérisoires, de simples bruits de fond face à l'infinie vacuité de l'univers.
Ce qui explique pourquoi Franz Kafka, un siècle plus tard, était littéralement obsédé par l'éducation sentimentale, publiée en 1869. Nos documents indiquent que Kafka adorait ce roman au point de vouloir le lire en public, de la première à la dernière ligne. C'est l'histoire d'une génération entière qui rêve de gloire politique et de grand amour lors de la Révolution de 1848 et qui finit par ne rien faire. C'est le livre de la paralysie absolue. Le critique italien Claudio Magris l'a parfaitement identifié. Avec l'éducation sentimentale, Flaubert s'approche au plus près de son grand rêve littéraire, qui était d'écrire un livre sur rien. Un livre qui ne tiendrait que par la force interne de son style, sans intrigue haletante, sans héros héroïque. C'est un roman sur l'érosion du temps, sur le vide des conversations de salon, sur les idéaux qui se dissolvent dans l'embourgeoisement et la lâcheté. Et Kafka se retrouvait là-dedans ? Si Kafka y voyait une œuvre de tout enchantement et de toute désillusion, c'est parce qu'il y reconnaissait la matrice de l'aliénation moderne, l'incapacité d'agir face à l'absurdité du monde. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire quand on arrive à son ultime projet, Bouvard et Pécuchet? Flaubert meurt avant de le finir, mais l'intrigue est d'une cruauté hilarante. Deux copistes parisiens sans envergure touchent un héritage, ils partent s'installer à la campagne et décident d'étudier l'intégralité du savoir humain. Un projet titanesque et absurde. L'agronomie, l'archéologie, l'histoire, la médecine, ils lisent tous les manuels et évidemment, chaque expérience se transforme en un désastre absolu et explosif. Cela soulève une question importante, peut-être la plus vitale pour notre propre époque. Il y a eu un malentendu historique sur ce livre. Beaucoup ont cru que Flaubert menait une attaque contre la science. Absolument pas. Ce qu'il dissèque et détruit, c'est le scientisme. La nuance est capitale. C'est-à-dire l'illusion mortifère que l'accumulation mécanique de données équivaut à la compréhension. Bouvard et Pécuchet sont les ancêtres de l'homme moderne submergé par l'information. Ils ont accès à tous les livres, à toutes les théories, mais ils sont totalement dépourvus de l'esprit critique et du jugement nécessaire pour synthétiser ce savoir. Ils copient, ils appliquent aveuglement et ils échouent. C'est complètement prophétique quand on pense à l'architecture de notre monde numérique aujourd'hui. D'ailleurs, la fin prévue du roman, bien qu'inachevée, est terrifiante. Après avoir raté dans toutes les sciences, fatigué, il commande un double pupitre et se remettent simplement à copier. Et ce qu'il copie, c'est le dictionnaire des idées reçues. Exactement. Ils retournent à leurs conditions premières de perroquet. Le dictionnaire des idées reçues, c'est le catalogue de toutes les opinions toutes faites, des clichés bourgeois, de ce qu'il faut dire en société pour paraître intelligent sans jamais réfléchir. C'est l'algorithme des réseaux sociaux avant l'heure. C'est la critique définitive du nivellement par le bas, du prêt-à-penser, où l'opinion remplace l'analyse. Flaubert avait compris que le danger de la modernité ne serait pas le manque d'informations, mais l'incapacité à la digérer. C'est vertigineux de lucidité. Au final, que ce soit par la lentille microscopique de Flaubert ou par les touches de couleurs fragmentées des impressionnistes, ce bouleversement du XIXe siècle nous enseigne une leçon intemporelle. Le grand art, la compréhension véritable du monde, ne réside pas dans la noblesse du sujet abordé. La beauté peut s'extraire de la banalité la plus totale, de la stupidité la plus crasse, si et seulement si l'observateur applique une exigence, une précision et une honnêteté sans faille. Et pour sceller cette exploration sur la nature de cette observation implacable, les archives de la RSI mentionnent un document très intime, un rêve consigné par Flaubert dans ses journaux de jeunesse en 1845. Il a 24 ans, il n'a encore rien publié. D'accord. Dans ce cauchemar, il se promène dans une forêt avec sa mère. Rapidement, les arbres se remplissent de singes. Ils sautent de branche en branche, ils le fixent avec insistance et ils rient. Ils sont de plus en plus menaçants. L'un des singes s'approche, lui prend la main pour le caresser. Saisi par la panique et le dégoût, Flaubert épaule son fusil et tire à bout portant sur l'animal. Ah oui, quand même. Le singe s'effondre en hurlant, ensanglanté. C'est alors que sa mère se tourne vers lui et lui pose cette question troublante. « Pourquoi blesses-tu ton ami? Que t'a-t-elle fait? Ne vois-tu pas qu'elle t'aime comme elle te ressemble ?» Waouh! C'est une image glaçante qu'il convient de méditer longtemps. Quand un esprit supérieur passe sa vie entière, enfermé dans un gueuloir, à disséquer la stupidité, la laideur et les faiblesses de l'humanité, ne fait-il finalement que tirer à balles réelles sur son propre reflet? RRF en langue française. Légionnaire un jour, légionnaire toujours.